Je suis dans une série des formats circulaires, donc ce qu'on appelle des tondis, hein, et qui traite des larmes d'un enfant. Il est évident que depuis le mois de mars de l'an 2020, nombreux ont été ces enfants qui, pour des raisons X, ont perdu certainement leurs parents, et certains qui ont réellement perdu leurs parents du fait de la Covid-19. Et c'est exactement l'objet de notre visite. Culturama est aujourd'hui chez vous. Merci. Pour parler des mutations et aussi des résultats de vos travaux réflexions. Merci beaucoup, je reste à votre disposition. En tout cas, merci de me consacrer beaucoup de temps. Merci à la 2STV particulièrement. Je crois que c'est la première chaîne de télévision qui m'avait offert un reportage il y a plusieurs années avec Notre-Dame. Il y a moins de 2 ans avec toi, je crois. Oui, en 2018, on a fait Quelle humanité pour demain. Mais ces 2 œuvres-là, Les larmes d'un enfant, comme Le vol des silences, vol entre guillemets, sont 2 œuvres que j'avais entreprises après le décès de ma mère. Donc, il y a environ 50 jours. Voilà, donc au sortir un petit peu du deuil, j'avais réellement envie de faire mon deuil, comme on a l'habitude de dire. Et j'avais décidé de rendre hommage un petit peu à tous nos parents disparus, à tous les parents disparus, et dédier donc ces œuvres-là à l'ensemble des orphelins. Voilà. Donc ici, Les larmes d'un enfant, vous voyez assis sur un globe, quelqu'un qui a tout l'air d'un vieillard, mais pas d'un enfant, mais soyons nous vieillards, nous resterons toujours l'enfant de l'autre, qui n'est plus là ou qui est encore là. Tout vieillard est aussi un enfant. Mais voilà, nous sommes tous de toute façon des enfants. Nous sommes nés d'un père et d'une mère. Et j'ai l'habitude de dire que si vous cherchez à avoir des anges, allez les chercher chez une maman qui pose son regard ou qui se penche sur son enfant. Qui couvre cet enfant. Cet enfant-là, et ce regard qu'elle lui offre est quelque chose de très puissant. Et de pur. Et de pur. Ouais. Si vous voulez voir des anges, allez au cimetière, vous trouverez beaucoup d'enfants qui viennent se recueillir sur les tombeaux de leurs parents, et les regards, les sentiments qu'ils développent à ces instants précis, ces silences-là qu'ils ne peuvent pas sortir et qui sont donc intérieurs, mais c'est que du silence, ce n'est que du silence. Ce que vous vous dites à l'intérieur est 4 fois supérieur à ce que vous dites à d'autres. Nous sommes tous des silencieux parce que nous ne pouvons pas sortir de notre intérieur tout ce que nous ressentons. C'est un petit peu l'avantage que le peintre a sur vous d'ailleurs. Oui, parce en que termes lui, d'expression. Voilà, il réussit à sortir de son intérieur un certain nombre de choses, ce qui lui permet par moments de transformer un rêve en réalité ou l'invisible en visible. Là, c'est tout simplement cela. Donc, ce circulaire est le premier d'une série consacrée à une réflexion sur la pandémie, mais qui part d'un deuil. Votre deuil. Voilà, mon deuil. Mais en fait, j'avais consacré avant ces 2 œuvres, d'autres œuvres sur la pandémie. J'avais traité de 7 œuvres. 2 comme qui dirait, j'aime pas trop le terme, mais enfin c'est comme cela. C'était une forme de prémonition en 2018. Prémonition, ça l'est. En 2018, on est en Culturama. Vous avez une très belle exposition au niveau du BU de Cheikh Anta Diop. Quelle humanité pour demain, c'est exact. Des interrogations. Et maintenant, la mutation est là. Et bien voilà, donc dans cette série que j'avais exposée au niveau de la bibliothèque universitaire, il y avait quand même 4 œuvres qui interpellent. Il y avait un des éléments du triptyque de 8 mètres que j'avais présenté qui s'intitulait Les accélérations, faisant appel un petit peu à ce courant de pensée politique qui est né il y a environ 50 ans, qui s'appelle l'accélérationnisme ou l'accélération simultanée tout simplement, et qui nous installe aujourd'hui dans un modèle économique de transition purement numérique. Là, donc c'est l'œuvre que vous voyez là-bas, où on peut y aller si vous voulez. Je vais vous montrer. En 2018 déjà, j'avais ramené la théorie de Moore en disant que si nous suivons cette logique de Moore, nous arriverons à un moment de notre humanité où forcément on vivra quelque part quelque chose qui pourrait ressembler à l'apocalypse. Et ici, je l'ai expliqué. Moore disait qu'il faut multiplier les puissances des ordinateurs par 2 tous les 2 ans. J'avais donc pris l'exemple de l'échiquier en disant ici, donc si je fais un 2 à la puissance 63,
Hein, 2 par 2 par 2 par 2 par 2. Ensuite, Moore, c'était qui? Maldon Moore, c'est un ingénieur américain qui avait beaucoup contribué avec Steve Jobs à l'événement du iPhone et naturellement avec les Bill Gates et autres sur un certain nombre de choses. Voilà, donc ici quand on voit à peu près ce qu'il nous proposait, cette courbe exponentielle de l'évolution technologique qu'il nous propose, nous donne une séquence sur 63 années ou 63 années 2 fois, nous donne un multiplicateur de l'ordre de ce grand nombre-là qui correspond à 9,22 10 à la puissance 18. Alors donc quand j'ai fait cette œuvre, je me suis dit que mais si demain l'humanité laissait la technologie atteindre ce niveau d'évolution, de perfection, c'est même pas de la perfection, c'est de la folie. Ouais. Tout simplement, c'est au-delà de cela. Il suffirait qu'un bug d'internet croule toute l'économie mondiale. Un blackout total. Total. Mettrait, Et voilà. le monde à terre. Et c'est ce qui m'avait fait amener ce 1-là. Je dis ce 1 plus ce qu'on nous propose, quelle que soit sa nature, croule le monde. Et en faisant cette œuvre-là, j'étais parti sur un schéma plus ou moins catastrophique, en ramenant ici Dizzy Gillespie avec sa trompette, comme on raconte dans les différentes religions monothéistes, que la fin du monde, c'est cet ange qui avec sa trompette pour souffler, etc., etc. Voilà. Mais je crois que l'œuvre avait été pas intéressante pour ce qui passait. Hein, le peintre, en général, est hors normalité. Par conséquent, ce qu'il dit ne capte pas souvent l'attention. Je trouve qu'aujourd'hui, 2 ans après, ce 1-là nous amène le virus. L'accélération est là parce qu'en fait, le virus ne se transporte pas seul. Qui transporte le virus? C'est l'homme. L'homme transporte le virus. Avant cette pandémie-là, il y a eu d'autres pandémies, il y a eu des épidémies. Quand on prend ces histoires de peste des années 1900 et autres, qui avaient fait des millions de morts en Europe et particulièrement en France, l'homme n'avait pas la possibilité de se déplacer aussi rapidement qu'il ne le fait aujourd'hui. Les choses ne datent pas d'aujourd'hui. Donc il y a 50 ans, on a vu émerger ce courant de pensée. Ce courant de pensée qui en réalité suggérait non pas des perspectives politiques, mais un développement industriel qui amènerait l'homme à une transition totalement numérique. On y est aujourd'hui. Et dans vos œuvres, c'est pas que la réflexion que vous avez, cette réflexion prémonitoire de cette œuvre par rapport à la théorie de Moore, il y a aussi une autre œuvre que vous avez sur les confinés. Sur les confinés, et ça revient avec le confinement de 2020. Ce qui est aussi, ça c'est quand même assez c'est assez frappant quand même, 2018 à maintenant. Cette œuvre-là n'avait pas été exposée. Ouais. Ce qui est quand même extraordinaire. Et voici les confinés, voilà, avec véritablement des têtes de confinés. Et ce qui est extraordinaire, comme par extraordinaire, on se retrouve avec 12 têtes de femmes et 12 têtes d'hommes. Mais maintenant avec en parfaite égalité. Avec une tête particulière qui nous ressemble à je ne sais qui. Voilà. Donc, cette œuvre-là n'avait pas pu atteindre l'université Cheikh Anta Diop. En transportant les œuvres, elle est tombée dans l'eau. Je suis parti et j'ai demandé à ce qu'on me la sorte et qu'on me la laisse ici. Tomber dans l'eau parce qu'il faut rappeler, l'artiste que nous recevons, Abdoulaye Diallo, réside ici au niveau de l'île de Ngor. L'atelier est là. L'atelier est au niveau de l'île de Ngor. Pour toute exposition, il est obligé de les transporter par pirogue. Il faut faire la traversée pour aller de l'autre côté. Donc en réalité, cette œuvre-là aussi date de 2018. Voilà, je me disais tout le temps que s'il y avait un bug demain, l'économie s'écroule, qu'est-ce qui allait se passer? Ces révoltes populaires un petit peu partout, parce que ce qui fait crouler l'économie entraîne du chômage, déflaté, catastrophe dans tous les sens, et voilà, révolte un petit peu partout. C'est ce qui m'avait, à l'époque, c'est ce qui m'avait pensé donc à cette histoire de confinement, etc., etc. Et j'avais fait les confinés. Bon, aujourd'hui, c'est le virus, dans son monologue, qui nous a un petit peu installés dans ces confinements-là. Le monologue du virus, là aussi, c'est quand même assez amusant, parce qu'au mois de mars, quand j'ai démarré cette œuvre, j'étais loin de m'imaginer que les États-Unis allaient à la limite connaître la plus grande catastrophe. On était encore dans la Chine, un petit peu de l'Italie. Et quand les États-Unis qui sont aujourd'hui, qui ont eu le plus grand victime de cette Covid-là. Et comment s'appelle cette œuvre? C'est le monologue du virus. Le monologue du virus. Voilà, on va s'approcher pour voir un peu plus. Ce monologue du virus, j'ai vu donc, j'ai mis Manhattan en vue plongeante, et donc ce virus qui se balade autour de Manhattan, mais tout en se baladant autour de Manhattan, se balade aussi autour du monde.
qu'on voit ici. Pour ceux qui connaissent bien les États-Unis, Manhattan, c'est un peu cette presqu'île au large de New York qui symbolise un peu la puissance des États-Unis d'Amérique en termes de business. Donc là, on voit très clairement tout ce qui est en termes de tours, de buildings. Et là, on a le monde en plongeant. Et ça, c'est à partir de quel mois? Mais ça, en réalité, c'est la première œuvre que j'ai faite sur la pandémie. C'était au mois de mars. Au mois de mars. Et là, les États-Unis n'étaient pas encore dans le gouffre. Hein? Pas du tout. Les États-Unis n'étaient même pas encore touchés. Ouais. On parlait de la Chine, on parlait de l'Italie, on commençait à fermer les frontières, etc. Mais c'est important chez vous. On voit toujours ce besoin de se coller à l'actualité, aux interrogations du Mais moment. vous savez, le rôle de l'artiste, en réalité, c'est quoi? Il a un devoir de mémoire. C'est André Malraux qui disait que l'œuvre d'art est la chose qui résiste le mieux à la mort. Nous, ce que nous faisons reste pour la postérité. Ouais. Cette œuvre-là sera un jour présentée d'ici plusieurs siècles par d'autres, selon le ressenti et selon en réalité les circonstances du moment qu'ils vont vivre. Cette œuvre fait partie de la série consacrée à la pandémie, Les larmes d'un Voilà, enfant. toutes ces œuvres que vous voyez ici, par exemple, sur la pandémie, j'ai traité déconfiné, prémonition, c'est ce qu'on dit. J'ai traité du confinement, donc un ciel noir en plein jour. Cette œuvre est assez intéressante et frappante parce que c'est à la limite si c'est une reproduction de certaines ruelles qu'on a vues en Italie, aux États-Unis, quasi désert. Un petit peu l'ambiance de Fès. Moins les immeubles que l'esprit. Ouais. Un ciel noir en plein jour, c'est quand même assez curieux. Très curieux. Voilà. Donc c'est tout simplement dire que quand on est dans le confinement, On ne sort pas. on ne sort pas. Ouais. C'est comme si on est dans une nuit forcée. Voilà. Donc on est dans une nuit forcée. Ouais. Quand on est dans le confinement, on ne sort pas. Donc on est permanemment dans une nuit. Sauf que là, l'espoir est quand même là. On annonce l'espoir par cette porte qui s'entrouvre et qui a laissé déjà passer plusieurs pandémies. Ouais. De la peste jusqu'au SARS, etc. Un peu etc. pour dire que le monde Voilà. s'en sortira. Mais forcément, Ouais. forcément, comme disent certains professeurs, une pandémie arrive de manière assez extraordinaire. Tout le monde est pris, c'est un petit peu l'affolement, c'est la peur, mais elle partira un jour comme elle est arrivée. D'autres pandémies sont passées par là et sont bien donc parties. C'est un petit peu la liste de toutes ces pandémies-là que j'ai citées ici jusqu'au tuberculose, coronavirus, sida et un petit peu tout. On a vu tout venir et tout est quand même reparti. Alors, il y a cet espoir-là qui est là, malgré le fait que l'on vive une nuit quasi permanente. En parlant d'espoir, est-ce que toute crise est synonyme de catastrophe ou bien en termes de réflexion, on peut avoir mieux? Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus que l'homme perd sa place au profit du robot. Exactement, exactement. Et ça me pose quand même problème. L'individu est beaucoup plus présent dans nos sociétés que le collectif. Ça me pose aussi quelque part problème. Une société égoïste qui... Une société, vous savez, c'est un ensemble de choses. C'est l'homme en tant qu'homme qui change. Je crois que nous gagnerions à mieux repréciser ce que c'est que l'humain, notre humanité. Ça, c'est extrêmement important pour moi. Sinon, ce qui va se passer, on va continuer à subir. Subir non pas les politiques, parce que les politiques eux-mêmes sont perturbés. Aujourd'hui, que vous alliez aux États-Unis, en Chine, au Sénégal, au Burkina Faso ou en France, c'est pareil. On a l'impression que les gouvernements ne gèrent que les administrations. Ils sont là à voir si les fonctionnaires sont payés à la fin du mois ou pas, si le tout à l'égout ne déborde pas, etc., etc. Mais ils ne dirigent plus. Et aucun gouvernement au monde ne peut vous dire de manière objective, voilà ce qui va se passer chez vous dans 20 ans. Ceux qui peuvent vous le dire aujourd'hui, ce sont ceux-là qui contrôlent cette technologie. Ce sont ceux-là qui ont réussi à faire de sorte que le robot prend la place de plus en plus de l'humain. On est totalement dans l'enfermement. On a saisi le prétexte de cette pandémie pour inviter l'homme à s'éloigner de l'homme. En réalité, c'est le jeu caché qui pose problème. Mais il est évident que la pandémie, elle est là et elle fait énormément de mal. J'ai l'habitude de dire à plus jeunes
qu'à mon âge, ne pas respecter la distanciation, ne pas me protéger en portant un masque, c'est suicidaire. C'est totalement suicidaire à mon âge. Mais à vos âges, ne pas vous protéger pourrait avoir des relents de criminalité. Parce que vous avez la force physique, vous êtes encore jeune, de pouvoir supporter cette maladie, mais le fait de le transmettre à un vieillard comme moi pourrait entraîner sa mort. Donc, ou on est dans le suicide, ou on est dans le crime. Parce que la notion de suicide, je le dis tout le temps, je le dis à des jeunes qui étaient passés me voir, il n'y a pas longtemps, il y a 3 fonctions. On peut transgresser quelque chose pour se suicider. Quand on transgresse, par exemple, l'interdit divin, on est destiné en enfer. On peut trahir le dépôt divin, cette âme déposée dans un corps. On est destiné en enfer. Mais comme on peut violer les droits de notre propre corps, donc ne pas se protéger correspond à cela. Ne pas se protéger par la distanciation et par le port du masque, c'est violer les droits de son propre corps. Et ça peut mener à la mort. Donc on ne sort pas du cas du suicide. Et on sait très bien ce qu'on réserve à un suicidé. On sait aussi très bien ce que l'on réserve à un criminel. Donc il faut que les uns et les autres continuent à se protéger. Et pour ne pas arriver à ce stade, toujours en poursuivant votre réflexion sur la pandémie, il y a cette toile qui a été largement partagée sur Facebook à travers la technologie dont vous décrivez tout à l'heure. C'est un petit peu normal. Oui, ça a été tellement partagé. Moi, il m'a fallu un peu de temps pour réaliser que c'était votre œuvre, tellement que j'ai vu que ça a été rogné, ça a été utilisé via WhatsApp surtout. Non, mais avant que je ne commence d'ailleurs à traiter d'œuvres sur la pandémie, dès l'annonce de la chose en Chine, ma curiosité m'avait poussé à aller vers la lecture et à aller visiter les grands professeurs de cette terre-là. J'avais donc découvert chez moi naturellement le professeur Moussa Seydi et ailleurs le professeur Didier Raoul. Didier Raoul, oui. Voilà, donc j'ai un petit peu suivi tout ça et j'avoue sincèrement qu'à force de lecture et à force de recherche, j'ai vu que ce virus-là, en tout cas de ce qu'en disaient un certain nombre de spécialistes, était très fortement contagieux, mais n'était pas si létal qu'on ne pouvait le dire. À un moment, j'étais quand même fier de ce que le professeur Moussa Seydi avait fait, des résultats obtenus. J'étais fier du courage de Didier Raoul, attaqué de partout et qui a quand même tenu bon. Je me dis que mon rôle d'artiste, c'est aussi d'immortaliser un petit peu cette solution suggérée par Raoul et par Moussa Seydi, qui était donc la chloroquine et l'azithromycine. Donc voilà, l'antibiotique qu'ils ont suggéré et cette chloroquine, j'ai mis les formules chimiques ici. Et comme tous deux, comme par extraordinaire. Donc là, on a. Ça, c'est grave. Voilà. Là, on a l'hydroxychloroquine. Voilà, et là, on a donc la chloroquine ici et là-bas l'antibiotique. Avec sa formule chimique. La formule chimique. Voilà. Symbolisée en Michael Jordan. Mais voilà, qui dunk. Qui dunk. Mais voilà, et là, c'est le panier. Voilà, la particularité, c'était cela. Les deux, en réalité, sont de grande taille. Et généralement, ont tendance à gesticuler de là-bas. Alors j'ai vu, je me suis dit, bon, je ne vais quand même pas faire des portraits de Seydi ou des portraits de Raoul. Alors je les mets en un seul et j'ai repris donc le dunk de Jordan en allongeant de manière assez fantaisiste les jambes et où il reçoit, si vous voulez, une balle en deux, donc cette chloroquine et cet antibiotique qui arrivent tous les deux et puis bim, paf, sur le virus, donc qui sert de panier, mais qui disparaît. Et c'est la toile que j'avais intitulée donc hommage à ces deux professeurs, Covid-2 est mort. Et là, on le retrouve dans le trou ici. Le silence, oui. Je l'ai posté au moins 6 ou 7 fois. On avait démarré avec, on va terminer avec. Mais voilà, j'aime bien jouer et puis j'aime bien ceux qui me suivent. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui s'intéressent à mon travail.
Et comme j'ai l'habitude de dire que l'ensemble de mes œuvres reçoivent 9 couches, j'ai l'habitude de dire que personne ne peut copier une œuvre qui sortirait d'ici. Je le répète, personne ne peut copier mon œuvre. Donc par moment, je joue. Quand j'entame une œuvre, dès sa préparation, je poste. Et je poste à peu près 7 ou 8 fois la même œuvre. Cette œuvre, si je suivais un petit peu les likes virtuels, il y a déjà 10 jours que je l'ai signée. Mais elle était totalement fausse il y a 10 jours. Elle était belle, il y avait de belles couleurs. Mais rien que le contenu géométrique était nul il y a encore 10 jours. Et c'était volontaire. Je m'attendais à ce qu'on me dise « Ah oui, c'est joli, les couleurs sont belles, mais c'est pas bon. » Mais voilà, donc j'ai l'habitude de dire qu'une fois que j'ai posté une fois, 2 fois, 3 fois, à partir de la 6e couche, et on le comprend aussi, un bébé dans le ventre de sa mère, à partir du 6e, du 7e mois, les comportements sont différents. Il arrive que vous, époux, vous veniez et que votre femme ait envie de vous dire écoutez, 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 il bouge. Mais voilà, c'est comme ça. Donc à partir du 6e, de la 6e couche ou de la 7e couche, je fais ce qu'on appelle, je mets de l'ordre. Je mets de l'ordre. Une vision. Je mets de l'ordre pour permettre un accouchement sans douleur. Et voilà, c'est ce que j'étais en train de faire. Là, je suis... Et je précise que c'est toujours pas fini. Ah non, mais voilà, là, il reste en fait... Maintenant, bon, je vais jouer tout à l'heure, cet après-midi, je jouerai sur 2, 3 trucs. Et puis, j'aurai fini ma journée. Il reste maintenant des détails. Mais pour faire ces détails, comme j'ai utilisé de la peinture à l'huile, j'ai besoin d'un certain temps de séchage. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'est pratiquement terminé en termes de temps. Mais maintenant, au téléphone, je vous avais sollicité pour parler, avant de dire votre dernier mot, de parler de cette légende-là, les demoiselles de Khouroumboki. De Khouroumboki, une belle légende que véritablement... Mais cette œuvre, j'ai le sentiment que les victimes de l'époque me rendent ça. Ouais. C'est quand même... je vais me mettre là. C'est une histoire douloureuse. Vous connaissez Khouroumboki? Khouroumboki, c'était une vallée qui passait entre... traversait Pikine, Diallo-Pitch et Thiaroye. Donc il y avait une vallée, on est dans les années 40-45, donc c'est l'hyène, l'animal, qui occupait cette vallée-là. L'hyène, Bouki. D'où le Bouki. Voilà. Et au fur et à mesure que l'homme s'est installé dans ces deux zones, l'animal cédait sa place à l'homme. Mais l'homme Bouki s'est implanté dans cette vallée-là pour échapper à la police. Parce qu'en fait, c'était les petits voleurs, les petits ceci et les petits cela. Au même moment... Les pickpockets. Voilà, un petit peu de tout. Voilà. Et au même moment, des filles, comme on voit à l'heure actuelle, quittaient leur village lointain, souvent mineur, pour venir chercher du travail à Dakar, au fin d'aider la famille laissée dans le village. Et là, nous sommes au début ou bien au milieu des années 40. Entre 40 et 50. 40 et 50. Entre 40 1940 et 1950. Donc ces filles qui venaient, les banlieues les plus accessibles pour elles du point de vue du coût, c'était ces deux banlieues-là. Elles se mettaient en groupe comme elles font encore. Elles prenaient des chambres où elles restaient. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas un moyen de transport comme on vit, comme aujourd'hui. Donc les filles s'arrêtaient, les transports s'arrêtaient à Ikotaf. Elles se tapaient à pied le reste. Le reste du chemin. Dakar était déjà très peu éclairé, Pikine presque pas. Donc voilà, ces pauvres filles qui avaient la malchance de quitter leur employeur autour de 17h arrivaient forcément autour de 20h, 21h dans la zone. Donc au début, c'était des petits vols, on leur prenait le petit larcin, c'était les 10 francs, les 5 francs, les 2 centimes, etc. qu'elles avaient avec elles. Et de là, ça a progressé. De petits vols, on est arrivé au viol. De petits vols, on est arrivé au viol. Voilà. Ces filles violées étaient gênées de retourner chez les copines parce qu'elles avaient honte que les copines sachent qu'elles ont perdu leur féminité. Et leur virginité. Et leur virginité. On dit de voilà. manière... Et ce gêne vis-à-vis des amis, c'était plus que gênant encore pour la famille qui est restée au village. Voilà, qui attendait d'elle. Et souvent, c'était des filles promises aux cousins, etc. etc. Donc, du coup, elles avaient honte de retourner au village. Elles avaient honte de retourner là où elles dormaient. Elles n'avaient d'autre choix pour trouver un oreiller que de retourner chez le voyou. Le violeur. Voilà.
Et de fil en aiguille et en fonction des atours qu'elle présentait, ces violeurs, comme ce n'était pas 1, 2, 3, 4, 5, finissent par transformer les atours les plus intéressants à la prostitution. Et dans la prostitution, elles ont fini, elles aussi, par être lâchées une fois qu'elles vieillissent ou une fois qu'elles ont été atteintes d'une maladie. Les consommateurs ne touchaient plus. C'était encore beaucoup plus dur et c'est progressivement ainsi que Khouroumboki s'est transformé en un mouroir pour prostituées malades ou pour vieilles prostituées. Et on a eu les premières victimes en 1954 qui ont été donc enterrées dans ce cimetière-là qui s'appelle le cimetière maintenant du quartier Santeyal. Khouroumboki s'appelle maintenant Santeyal. Khouroumboki aujourd'hui s'appelle C'est le quartier Santeyal. Voilà. Un dernier mot pour les téléspectateurs de Culturama qui ont eu le plaisir de vous redécouvrir aujourd'hui 2 ans après. Merci beaucoup. Mais nous vivons en fait une situation particulièrement difficile au niveau monde et assez difficile au niveau Sénégal, même s'il y a encore beaucoup d'espoir. Chaque jour qui passe nous laisse un lot de cas de décès par cette bête. Donc c'est au moins inviter l'ensemble des Sénégalais à ne jamais cesser de prier pour les âmes de ceux-là. Prier pour que leurs âmes rejoignent le degré de bien-être éternel, comme j'ai l'habitude de dire. Nous avons conscience que nous partirons tous un jour. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Seul restera son visage. Nous sommes tous d'égale dignité, mais il est toujours difficile de vivre avec quelqu'un un temps ou de connaître quelqu'un un temps et de se lever un matin, qu'on dise il faut l'accompagner au cimetière. Donc c'est par la prière que je voudrais, en dehors des remerciements que j'adresse à la 2STV qui commence à devenir réellement ma chaîne de télévision. Ah oui, effectivement, avec plaisir d'ailleurs. À toi, Ibrahima. Voilà, je voudrais, en dehors de ces remerciements-là, qu'ensemble nous prions. Et nous prions très très fortement pour les âmes de nos disparus. Inch'Allah, amis téléspectateurs, c'est sur ces mots du sage, moi je ne l'appelle plus le berger de l'île, je l'appelle le sage de Ngor, que nous terminons cette émission spéciale Culturama consacrée aux travaux réflexions du berger de l'île de Ngor, le sage de Ngor, Abdoulaye Diallo, et c'est toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir parce qu'il n'a pas non seulement une barbe blanche, mais il a des connaissances qu'il partage évidemment avec votre serviteur Ibrahima Diallo. Au-delà de l'émission, on s'appelle, on s'échange et c'est toujours un plaisir d'être ici à Ngor. On vous invite de temps en temps à passer à Ngor le voir au niveau de ses ateliers. Ça ne sera que plaisir pour lui, je le sais parce que j'ai pour habitude de le faire. Donc on vous donne rendez-vous très prochainement. Ça sera toujours sur la 2STV, même chaîne, même heure, même samedi à 17h30 pour toujours parler d'art et de culture dans Culturama. L'Alliance Arena, ce sera ce samedi 8 août 2020, le théâtre d'une belle affiche digne d'une finale de Coupe d'Europe. Il s'agit du choc Bayern-Chelsea en 8e de finale retour de la Ligue des Champions.